Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant. Oula, j'ai fait la version longue là. Je m'appelle LMF, je suis étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui les amis, je vous accueille sur un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder, le chapitre numéro 22, si je me trompe pas, ou peut-être le 23. Il y a moyen qu'il y ait une erreur de mon côté. Chapitre 23, je pense, du journal d'un bodybuilder. Et aujourd'hui, les amis, on va se faire une FAQ. Parce que je vous ai posé des questions sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre. D'ailleurs, je vous remercie déjà d'emblée à l'ouverture du podcast de toutes les questions que vous m'avez posées. C'est le premier épisode foire à questions et il y a vraiment pas mal de choses. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Je découvre les questions avec vous. Donc je vais les lire à l'oral et je vais tâcher d'y répondre de manière plus ou moins rapide. Et si j'arrive à y répondre, si j'arrive pas à y répondre ou si je peux pas apporter de réponse pour le moment, je vais laisser en suspens. Mais en tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, à le commenter, tout ça. Et on commence sans plus tarder, les amis, avec la première question de cet épisode. Où sont les beaux jours au soleil ? Je répète, où sont les beaux jours au soleil ? Donc je pense que c'est une question un peu philosophique déjà. Hein. Donc on commence très fort. Donc où sont les beaux... Il y a une énorme araignée en haut de mon plafond. Désolé les gars, je suis pas concentré. Je viens de voir une grosse araignée en haut de mon plafond. Où sont les beaux jours et le soleil ? Je sais pas du tout. C'est une question qui nous a été posée par Agatha. Je sais pas. Il faut savoir que j'ai été en Pologne. Pour donner un peu de contexte, sur les 2 semaines dernières, j'ai passé à peu près 4-5 jours en Pologne. Et en arrivant en Pologne, j'ai eu le choc de ma vie parce qu'il neigeait, mais il y avait de la neige partout. C'est-à-dire que c'était même difficile d'aller faire ma dépense, d'aller marcher, tant il neigeait. C'est vous dire en fait, parce que de base je suis déterminé et j'ai vraiment la volonté de faire ma dépense, de marcher. Mais je me souviens le premier jour de l'an, le premier jour de 2026, je sais pas, il faudrait que j'aille voir sur mon application, mais je pense que j'ai fait 4000 pas. J'ai dû faire un surplus calorique d'environ, allez, probablement 10 000 calories au-dessus de ma maintenance. Et une dépense de 4000 pas, mais c'est parce que c'était tellement démoralisant d'aller marcher et à chaque pas de s'enfoncer sous 40 cm de neige, que voilà, la neige a eu raison de moi. Et quand je suis arrivé en Pologne, j'ai eu vraiment ce choc de me dire waouh, c'est l'Europe de l'Est. Mais le pire, c'est que dès que je suis rentré à Paris, la neige est revenue à Paris. Le jour où je suis revenu à Paris, il y a eu de la neige à Paris. Du coup, où sont les beaux jours au soleil ? C'est une question que je me pose aussi et j'espère qu'ils vont revenir très très vite parce que j'aime beaucoup marcher au soleil, j'aime beaucoup me dépenser au soleil et je vais commencer, les amis, l'arc athlète hybride commence, pas vraiment l'arc athlète hybride, mais l'arc bodybuilder avec un cœur en meilleure santé. Mais pour commencer cet arc, j'ai besoin que les beaux jours arrivent. Du coup voilà, faut dire au soleil d'arriver, parce que tant qu'il n'y aura pas de soleil, je pourrai pas commencer à faire du cardio. C'est le mec qui veut pas faire de cardio. Bon, deuxième question. Question qui nous est posée par Thibaut. Arrives-tu facilement à relativiser face à un chaos soudain ? Déjà, merci beaucoup pour la question. Je pense que de mon côté, j'ai de moins en moins de mal à arriver à relativiser face à un chaos qui survient comme ça sans que je m'y attende. Je m'explique. Si par exemple j'ai un imprévu, j'ai eu tendance par le passé à être vraiment dans une mentalité du quoi qu'il en coûte, à être vraiment dans une mentalité du tout ou rien. C'est-à-dire par exemple, si un jour il y avait un truc qui me contrariait, j'avais tendance à vraiment penser en termes de il y a un truc qui s'est mal passé, la journée est fichue, ça va mal se passer ou quoi. Ou par exemple par rapport au training, je sais que par le passé, j'ai eu tendance même dans des périodes de chaos intense avec énormément de travail, beaucoup de révision, beaucoup de stress, à m'enterrer. C'est-à-dire vraiment à creuser ma tombe. Et ensuite, il m'est arrivé de me blesser, il m'est arrivé de faire des dingueries. Bon, je veux pas dire que voilà, je réussissais pas à récupérer, probablement que j'aurais pu récupérer, mais j'avais cette façon de gérer le chaos qui était vraiment mue par le stress.
Et aujourd'hui, je pense que quand il y a du chaos, bien sûr, je suis toujours assez prompt au stress, mais j'ai tendance à le prendre avec davantage de douceur et de simplicité. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais partir en vacances et qu'il va y avoir du chaos qui va être induit, bon, c'est un chaos qui est organisé, vous me direz, je pars en vacances, je vais pas non plus... voilà, et puis, mais j'essaye de le prendre du bon côté et de me dire, ouais, je vais me reposer, je vais... en tirer quelque chose, je vais passer du temps avec mes proches, ça va nourrir mes batteries sociales. En plus, des études ont démontré que quand on s'éloigne un peu de l'entraînement, en y revenant, on avait une plus grande sensibilité au stimulus. Bon, peut-être je vais perdre un petit peu de muscle, mais en définitive, sur la trend générale, je vais prendre du muscle. Et je sais que c'est extrêmement dur de relativiser. Je vais pas faire le mec qui réussit à prendre de la distance par rapport à tout et qui se dit « Waouh, il y a un petit peu de chaos, ça va se passer ». J'essaye vraiment, en 2025 en tout cas, j'ai essayé vraiment, limite quitte à réfléchir moins au training. 2025, j'ai été assez peu concentré sur mon training en définitive. Ça veut pas dire que je ne kiffais pas m'entraîner, ça veut pas dire que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à l'entraînement, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que je faisais hors du training, à ma récupération, à mon environnement au-dessus du training, et ça passe aussi à mon avis par l'environnement mental et la façon dont mes pensées vont juste me guider pendant la journée. Et c'est vrai que quand il y a un événement chaotique aujourd'hui, j'ai toujours tendance à genre respirer un bon gros coup et me dire ouais bon peut-être il y a ce truc qui m'énerve un peu, qui me dérange un peu, ou au contraire, il y a vraiment ce truc qui me cause énormément de stress, mais je ressens quand même de la gratitude. Peut-être je vais pas pouvoir faire les choses exactement comme je voudrais, mais je vais les faire au mieux. Et voilà, en fait j'essaye de me dire que voilà je suis reconnaissant, même si je vais pas mentir, il y a des moments, enfin c'est dur de pas perdre le contrôle, c'est dur de pas perdre de prise sur sa routine, et j'aime beaucoup être dans ma routine, je ressens énormément de plaisir quand je me lève le matin, quand je peux faire les actions au même moment, mais parfois enfin c'est la vie qui se passe juste, et je pense que je serais extrêmement frustré si je parvenais pas à lâcher prise par moment et à me dire, à relativiser comme tu dis. Donc je te répondrai que j'ai de moins en moins de mal, que c'est toujours assez dur, mais qu'il y a des façons de réussir à prendre du recul en l'écrivant, en tenant un journal de gratitude, en essayant de se répéter, par exemple pour un truc qui t'énerve, se répéter genre deux trucs qui sont positifs, c'est des trucs tout bêtes, mais j'essaye vraiment de me forcer parce que je sais que tout se passe dans ma tête. In fine, le bodybuilding, ça se passe à 90% dans ta tête, hein. Tout ce qui est même préparation mentale pour un set, arriver sur un set prêt, réussir à tenir ses macros, réussir à tenir sa dépense, réussir à tenir son sommeil, réussir à tenir ses trainings, pas faire du hors-prog. Moi, je sais que je suis le hors-progger roi. 2025 pardon, a été l'année du hors-prog. Et c'était trop cool. Mais 2026, je sais que voilà, pour progresser aussi dans mon processus, il faut que je fasse moins ça. Du coup, ouais, le chaos, c'est tellement dur à gérer, et en même temps ça fait tellement grandir quand tu réussis à le gérer et à faire ce que tu veux à côté. Les meilleurs bodybuilders, c'est ceux qui sont en mesure, tu vois, de surfer sur le chaos. Genre dès qu'il y a un petit truc qui les énerve, bah juste ils passent dessus, tu vois. Même quand, enfin, leur vie peut être le plus chaotique possible. J'imagine que, tu vois, pour performer dans le sport, faut être en mesure de passer outre en fait. Tout le monde dit que, voilà, je sais que tu vois, c'est cliché de se dire ouais, je suis trop perfectionniste et tout, mais sans même aller jusqu'au perfectionnisme, il y a une forme de manque de lâcher prise qui peut être très dur en bodybuilding même. Exemple simple, vouloir avoir tous ces compléments de manière millimétrée, par exemple. Tu vois, moi je sais que les compléments alimentaires, ça a longtemps été quelque chose qui guidait vraiment ma journée. Quand j'avais pas mes 2 gélules d'oméga 3 le matin, quand j'avais pas ma vitamine D, enfin je pouvais partir du mauvais pied et ça pouvait me set up mal pour le reste de la journée. Or, bah c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est l'inverse. Les compléments, c'est les compléments. Et le plus important, c'est les choses de base. Genre se lever, se sentir bien, avoir sa dépense, avoir une santé sociale, éventuellement, optionnel. Non, pas optionnel. Bref.
Donc voilà, j'ai encore du mal à relativiser, mais j'essaye d'avancer petit à petit. Et 2026 sera l'année, les amis, où on va pas apprivoiser le chaos en 2026, 2027. 2027 sera l'année où on va apprivoiser le chaos. De toute façon, j'ai pas pu le dire, là, ce sera pas 2026, peut-être ce sera 2027. En tout cas, merci beaucoup pour ta question, parce que super intéressante, hein. Vraiment, on pourrait en parler pendant très très longtemps. Question de Minnam qui me demande très justement d'ailleurs, tu veux faire quoi plus tard? Ah, ça c'est les sujets qui fâchent, ça. À vrai dire, je ne sais pas encore. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui arriveraient sur le journal d'un bodybuilder à ce 23e épisode, je fais des études de sciences politiques. J'étudie actuellement les affaires européennes à Sciences Po Paris et je suis dans ma dernière année d'études, donc c'est un petit peu l'année de bascule. L'année prochaine, j'aimerais bien faire probablement une autre année d'études. Et en parallèle, la seule chose dont j'ai vraiment envie, enfin ça me démange quoi, c'est de pouvoir toujours faire du bodybuilding. Ça, je sais que c'est un fil rouge et un élément qui changera pas. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, je sais que j'ai pas mal de... Enfin, mes qualifications me permettent d'être assez polyvalent. Pour tout ce qui est analyse politique, à la rigueur droit. Bon, les gens qui ont fait Sciences Po vont dire que je suis très mauvais en droit, mais je suis très mauvais en droit, c'est vrai. Mais voilà, je sais que j'ai une forme de polyvalence, je cultive aussi mon esprit critique, je suis l'actualité, et in fine, mon école m'a permis voilà, de développer un ensemble de compétences et de connaissances qui me permettent de m'adapter à plusieurs contextes et qui me permettront d'être efficace peu importe l'endroit où j'irai. Le seul fil rouge que je veux avoir, c'est de continuer à faire du bodybuilding, quel que soit l'endroit où je travaille. Et je sais qu'il y a souvent cette chose de se dire que il y a le parallèle entre vie publique et vie privée. Et in fine, j'ai quand même envie, dans ma vie privée, d'avoir toujours le bodybuilding et de pratiquer le bodybuilding. Le bodybuilding, ça a longtemps été ma side quest. Et aujourd'hui, c'est ma quête principale. De la même façon que avoir un travail, c'est ma quête principale. Je pense que je peux concilier deux quêtes principales, peut-être je suis fou, peut-être c'est impossible, mais aujourd'hui le bodybuilding et le culturisme et juste le fait de le vivre tous les jours font que même si je suis amené à travailler dans un milieu très corporate, où tout le monde est en costume, où il y a des horaires de travail compliqués, je ferai en sorte de m'entraîner 3, 4, 2, 5 fois par semaine selon ce que je pourrais faire. Et d'un côté de ma tête, je garde toujours le bodybuilding dream, voilà. Parce que j'aimerais bien faire du bodybuilding ma vie. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui en Big 2026 dans la France de Macron, mais ça reste dans un coin de ma tête et je sais que de toute façon, pour y arriver, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vivre au maximum ce processus et essayer de le kiffer au maximum. Mais ce que je veux faire plus tard, je sais pas. Je veux faire du bodybuilding, c'est certain. J'aimerais quitter le chômage. J'aimerais ne pas vivre dans le chômage, accessoirement. Être employé. Pouvoir aider les gens. Parce que mes études, elles sont aussi centrées sur tout ce qui est réfléchir à des politiques publiques pour faire face à différents types d'inégalités, et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi, bosser de ce côté-là, bosser pour l'État, je sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, je reste un culturiste, je reste un body, donc voilà, ça bougera pas. Mais merci beaucoup pour la question, c'est une question qui fâche, mais il faut se la poser. Et j'ai du mal à me la poser. Toujours eu du mal à me projeter plus loin que l'année suivante. C'est un de mes soucis. Et je pense que le journal d'un bodybuilder et moi-même en tant qu'athlète et peut-être en tant que coach, j'ai besoin d'une vision long terme plus affirmée, plus établie pour pouvoir aussi me développer plus loin. Mais c'est un problème aussi, je sais que tout ce qui est par exemple création de contenu court, c'est très au jour le jour, ça te plonge dans l'immédiateté et j'adore mon immédiat en fait. J'adore mon immédiat, j'adore vivre au quotidien, j'adore juste aller marcher, j'adore aller m'entraîner, j'adore dans l'immédiat faire les choses. Mais penser sur le long terme, c'est toujours un peu plus compliqué pour moi. Du coup voilà. Encore une chose à faire en 2026, ça ce sera en 2026 parce que de toute façon c'est l'immédiat qui pave la voie pour les projets du futur. Donc voilà,
Et merci beaucoup pour la question. C'est quoi ton point de vue par rapport au volume d'entraînement efficace? Question de Hugo Leveling. Quel est mon point de vue par rapport au volume d'entraînement efficace? Je vais pas te répondre que ça dépend, parce que c'est sûr que ça dépend, mais je vais te faire une réponse par rapport, moi, à ce que j'ai expérimenté et à ce que je fais vivre. De toute façon, c'est le journal d'un bodybuilder. Du coup, je partage tout ce qui est un petit peu storytelling et narratif autour de ma pratique. Donc, moi, de mon côté, par rapport au volume d'entraînement, je sais que là, ça m'énerve. Sur Instagram, je vois passer les différents formats d'entraînement, le 4x12, le top 7 back-off, et en même temps c'est noyé dans des études scientifiques sur le volume à avoir chaque semaine sur chaque muscle. Moi je t'avoue que j'ai été très très vite très curieux de ça, du coup je me suis vraiment éduqué sur le volume minimal sur chaque muscle, le volume maximal sur chaque muscle, mais je vais te répondre un peu par rapport à moi ce que j'ai fait. Au début de ma pratique, je faisais n'importe quoi, objectivement, j'avais pas de structure, j'avais rien, et je comptais pas mon volume à la semaine. Du coup, c'était vraiment... c'était open bar. Il y avait des semaines où je pense que... Bon, déjà, il y avait 0,7 par semaine sur les quadriceps et sur les jambes. Et ensuite, quand j'ai commencé mes premières années d'études, là, je comptais pas encore mon volume par semaine, mais j'essayais de faire 3 full body, j'y allais vraiment un petit peu au feeling et tout. Et là, dernièrement, et c'est là vraiment que je vais répondre à la question, dernièrement, je calcule mon volume, je compte mon volume et j'ai toujours tendance à mettre un volume un peu plus élevé sur mes points faibles, de façon très simple. Mais je pense que ce que je fais pourrait encore s'apparenter au low volume sur la plupart des muscles, parce que j'ai tendance à avoir du mal à générer de l'agressivité et de la précision sur un nombre de séries trop important. Typiquement, quand je vais avoir par exemple 2 exercices triceps, si je fais 4 séries par exercice et que in fine sur la semaine je sais pas, ça s'additionne et ça me fait 25 à 30 séries sur les triceps, bah je vais avoir du mal à être productif sur chacune de mes séries. Et j'ai toujours tendance à vouloir être le plus efficace et le plus agressif possible sur mes séries. Donc je vais toujours me rapprocher vers un volume un petit peu plus bas. Je pense qu'on peut être efficace, si on parle d'efficacité, on peut être efficace sans être optimal. Et pour être efficace, je pense que j'ai pas besoin de... En tout cas, moi, j'essaye de pas maxer le volume sur... même sur mes points faibles, je pense que je pourrais en faire davantage. Mais encore une fois, 2025 pour moi a été vraiment l'année de la récupération. En gros, j'ai rien glandé. Non, je me suis entraîné dur. Mais franchement, c'est pas une année sur laquelle j'ai vraiment investi dans mon training, j'ai vraiment repensé ma récupération. Je pense avoir progressé sur mes points faibles, au niveau de mon dos, au niveau de mes bras, mais il y a eu ce travail un petit peu de fond pour dégager du temps hors du gym et faire autre chose, réfléchir à autre chose, optimiser le reste. Du coup, mon point de vue par rapport à un volume d'entraînement efficace, c'est par exemple sur un point faible, je pourrais monter jusqu'à une quinzaine de sets, 15-20 sets maximum par semaine. Et sur un point fort, je pense que je peux descendre jusqu'à 4-5 séries par semaine. Par exemple, sur mes pecs, pendant très longtemps, j'ai eu 5 séries effectives par semaine sur mes pectoraux. Du coup, voilà. Et mes pectoraux sont encore relativement bons. Bon, mon haut de pec est tout plat. Ça, c'est un souci qu'il va falloir régler très rapidement avec davantage de muscles. Toujours davantage de muscles. C'est le souci. C'est la réponse à tous les soucis physiques, en fait. Il faut plus de muscles. Tous les soucis dans la vie, en fait. Je pense qu'il faut davantage de muscles pour résoudre tout. Mais voilà, pour te répondre, j'ai toujours tendance à être davantage vers un petit peu moins de volume et à être le plus précis possible. Même si, sur les mollets, là, c'est tous les jours. C'est open bar. Les mollets, dès que je peux les faire, en fait, je les fais. Dès que j'ai une marche d'escalier et personne qui me regarde, je fais des mollets. Des extensions mollets, des séries de 50, le plus possible. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours parce que bon, au point où j'en suis, je pense qu'il n'y a que la broscience qui peut faire grossir mes mollets. Du coup, voilà, les mollets, c'est open bar, c'est tous les jours. Dès que j'ai une marche, dès que j'ai un petit truc surélevé, c'est parti pour des extensions mollets. Séance dos, merci pour la question. Séance dos, vaut-il mieux commencer par du tirage vertical ou du rowing horizontal ? Comme tu veux, mon capitaine.
C'est comme tu souhaites, ça va dépendre de ton dos, ça va dépendre de tes points faibles et de tes points forts. Moi, j'aurais toujours tendance à commencer par un tirage vertical, mais c'est parce que ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me permet d'adhérer, pardon. Et j'aime bien commencer mes pull day par un lat pull down, comme ça, pour vraiment étirer mon latissimus dorsi. Mais si tu veux commencer par un mouvement de rowing horizontal, que ce soit pour ton grand dorsal ou pour ton haut du dos, c'est comme tu veux. Étant donné que moi, mes grands dorsaux sont faibles, j'ai besoin de davantage de viande au niveau des grands dorsaux. Donc je vais toujours commencer par un mouvement de tirage vertical ou de rowing horizontal proche du corps. Peut-être on pourrait distinguer un mouvement proche du corps ou un mouvement coude ouvert. Moi je commencerai toujours par un mouvement proche du corps. Si tu veux commencer par un mouvement coude ouvert, c'est toi. Si tu veux commencer par du tirage vertical ou du rowing horizontal, fais ce que tu kiffes, hein. Fais ce que tu kiffes, fais ce que ton coach te dit. C'est ça le plus important. Mais merci beaucoup pour la question, mais je ne pourrais pas y répondre parce qu'il faudrait que je voie ton dos. En fait, je vois ton dos actuellement, mais je te répondrai en privé. Parce que voilà, on va pas divulguer les petits secrets maison. Les amis, si vous voulez un coaching, si vous voulez un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me DM parce que j'offre des services, voilà. Je veux pas en faire la promotion. Je vais probablement couper cette partie. Je ne vais pas couper cette partie. Matrix ou Technogym? Ah d'ailleurs, cette question était posée par John. Merci beaucoup John pour la question. On doit toujours se faire un kebab. Je me rappelle. Avant de commencer la secret prep. J'ai un problème. Matrix ou Technogym? Question difficile. Question extrêmement difficile. Question posée par Emma. Matrix ou Technogym? Mon cœur va vers Matrix. Mon cœur va vers Matrix parce que j'ai grandi autour de Matrix. J'ai grandi aux Pays-Bas, je me suis entraîné toute ma vie autour de Matrix. Le orange a un rôle très particulier pour moi. J'adore les vêtements de bodybuilding orange. J'aime beaucoup les machines Matrix. Je trouve qu'il y en a qui sont super bonnes. Mon hack préféré all time, bon, c'est le OG Cybex hack, mais ensuite, c'est le hack Matrix. Il y a beaucoup de machines comme ça chez Matrix que j'aime énormément, que je trouve excellente. Je pense qu'il y a des lacunes, il y a des endroits où, enfin voilà, mais par exemple le Laker Lassie Matrix, oh, mais quel bonheur les amis, quel plaisir. Je sais que les gens aiment aussi beaucoup, il y a une forme de cité de Raw qui est pas mal. Moi c'est pas ma machine préférée, enfin elle me fait pas rêver plus que ça, mais elle est cool. Mais rien que pour le hack, oh là là, les amis, j'allais oublier. Tout ce qui est mouvement de shoulder press chez Matrix, j'adore. Même les chest press chez Matrix, j'aime beaucoup. Mais les shoulder press de chez Matrix, surtout la shoulder press dissociée. Oh, quel plaisir. Ceci dit, Technogym, dans ses gammes précédentes, a fait des machines excellentes qui tapent Matrix. Mais des machines qui tabassent Matrix. Je sais que par exemple, dernièrement, je suis allé m'entraîner, les amis, tenez-vous bien, en Franche-Comté. J'étais en Franche-Comté, à Audincourt, et je suis tombé sur une pépite, une salle toute petite, avec quasiment que des machines Technogym rétro, toute blanche, immaculée, c'était exceptionnel. Et pour ça, par exemple, avoir ce type de Technogym sous la main, bien sûr Technogym tous les jours. Je pense que je me ferais plus kiffer. Et bon, bien sûr, les machines étaient un petit peu légères, ceci dit, mais je pense que voilà, là, si on parle de ce type de Technogym, si on amène cette nuance, il n'y a pas photo. Néanmoins, si on parle du Technogym normal qu'on trouve par exemple en fitness park, je préfère Matrix. Voilà, c'est mon avis. Mais le mieux, vous savez quoi? Tu sais quoi, Emma? C'est d'avoir Matrix et Technogym. Parce qu'il y a certaines machines Technogym qui valent la peine d'être utilisées. Notamment la presse circulaire Technogym. La presse circulaire Technogym, je pense que c'est une de mes presses préférées avec la OG Cybex Press. Vraiment, je suis en train de dire des dingueries. Je mets Cybex sur le même plan que Technogym, mais il y a vraiment des machines techno que j'adore. Je sais qu'il y a par exemple aussi une chest press Technogym un peu convergente qui est excellente. Le leg curl couché Technogym, je l'adore. Bref, voilà. Donc il y a certaines machines Technogym qui valent la peine d'être testées, mais globalement, Matrix, je pense Matrix
torpille Technogym. Vraiment, c'est au-dessus. Après, j'attends les nouvelles machines Matrix, hein, parce qu'ils ont sorti un lat pull-down, ils ont sorti un pendulum. Je pense que ça va arriver à Basic Fit probablement en 2050, quand on aura tous genre 40-50 ans. C'est terrible. Bref, mais oui, Matrix. Merci Emma pour ta question. Comment vivre sa vie de tous les jours avec des petits mollets ? Question de Gauthier, question ma foi très pertinente, à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que c'est extrêmement difficile. Enfin, je sais qu'au début, pour te répondre honnêtement, parce que je pense que c'est, je sais pas si c'est une question réelle ou une question satirique. C'est pas drôle du tout. Mais au début, pour tenter quand même de répondre, au début j'avais quand même beaucoup de complexes au niveau de mes mollets. Je sais que dès que je mettais un short en salle de sport, je me sentais très mal. C'est pour ça que je suis rapidement tombé dans la traîne de mettre des shorts très courts pour montrer mes quads. Et aujourd'hui, je porte des shorts très longs, donc quand on me voit dans le miroir ou quand je me vois dans le miroir, en fait j'ai des sticks quoi. Mes jambes sont très fines, mes mollets sont très fins. Comment vivre sa vie de tous les jours avec des petits mollets ? Je pense qu'il faut accepter d'avoir des petits mollets et se dire que ça embellit sa silhouette. Voilà. Tu ne seras jamais un très gros bodybuilder avec des mollets bulbeux et avec un physique extrêmement bulbeux, mais tu auras une belle ligne pour te consoler. Enfin, je pense que c'est une maigre consolation. Je sais pas comment vivre sa vie tous les jours avec des petits mollets. Je trouve ça extrêmement dur. J'aimerais beaucoup avoir des gros mollets, mais bon, c'est la vie. Du coup, je les entraîne, voilà. Et je croise les doigts. Je croise les doigts et je prie pour qu'un jour, petits mollets deviennent gros. Les amis. Néanmoins, là, j'ai besoin de faire une parenthèse. Mes mollets ont quand même progressé. Et c'est là qu'on voit quand même la force du bodybuilding et du processus. Parce que quand je regarde des photos de moi 3 ans en arrière, les mollets que j'avais, c'était... En fait, mes mollets actuels, c'est mes avant-bras. C'est genre ici, là. Vous voyez cette partie ? Là, je suis en train de montrer mon poignet. Mes mollets faisaient la taille de mon poignet. C'était vraiment difficile. C'était vraiment dur. Et pourtant, j'ai fait énormément de foot, mais voilà. J'ai des jambes de gazelle, voilà. Donc si comme moi t'as des jambes de gazelle, commente gazelle, voilà, pour le référencement. Mais merci Gauthier pour la question, j'ai pas la réponse malheureusement. Je suis désolé. Alors là, les amis, on a la première question un peu épicée, à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre. Bah si, je vais répondre. Bon, il y a l'œil Matisse il y a l'œil Matisse, l'œil du tigre. D'ailleurs, merci beaucoup pour la question à nouveau, qui me demande prépa en 2026 pour toi. Les amis, c'est la secret prep. Je peux pas en dire plus. Littéralement, quelqu'un doit m'expliquer le concept de faire une secret prep, parce que là, je suis en train d'en parler à tout le monde en fait. N'ébruitez pas ce podcast. Ne le partagez pas, s'il vous plaît. La préparation est secrète. Du coup, l'œil Matisse, peut-être préparation en 2026. Je peux pas en dire plus. Je fais vraiment trop le mec. Hein. Je pense que je vais créer une série sur YouTube. Si les amis, si vous voulez... probablement, je vais essayer de documenter si je prep. Et je vais l'appeler Secret Prep. La prep la moins secrète. La Secret Prep la moins secrète de... Bref. Ouais, voilà, je laisse la question en suspens, mais merci beaucoup l'œil Matisse pour la question, probablement. Question de Arthur. Quelle séance PEC pour prendre en volume hashtag oreiller. On a les abonnés qu'on mérite. Quelle séance PEC pour prendre en volume hashtag oreiller. Ça va être propre à chacun, mais moi je vais partir un peu sur déjà peut-être je vais te donner un exemple de séance PEC que j'aime bien programmer. Déjà perso, j'aime bien faire les pecs avec push. Donc je mets les triceps aussi et les épaules avec parce que simplement c'est la façon dont j'adore m'entraîner. Donc je ferai très rarement les pecs seuls, sauf si j'ai du volume à rattraper sur la semaine. Mettons j'ai des exercices qui ont sauté et donc je dois rattraper du volume sur les pecs, mais idéalement je suis capable de faire mes séances push normales ou mes séances upper normales.
Donc par exemple une séance pec efficace, ça peut être dans une séance push, avoir 3 ou 4 exercices pec qui vont cibler différentes portions de tes pecs et tu vas mettre typiquement des exercices qui vont cibler par exemple les endroits où tu es faible au début. Typiquement, moi je sais, pour te donner un exemple, que mon haut de pec est extrêmement plat. Et c'est dû au fait que j'ai toujours eu tendance à m'incliner un petit peu sur mes mouvements de développé où je vais pousser au-dessus de ma tête. Et donc j'ai toujours eu énormément de mal à venir rajouter de la viande au niveau de mon haut de pec, tu vois. Le haut de pec. Du coup, je vais toujours systématiquement maintenant commencer les séances et le travail de mes pectoraux par un mouvement où je vais pousser au-dessus de ma tête pour essayer d'engager mon haut de pec et avoir aussi un petit peu de flexion d'épaule. Et voilà, en fait, il faut avoir une stratégie. Il n'y a pas de séance pec pour prendre en volume particulièrement, mais il faut avoir une stratégie. Et ce que je peux te recommander, si par exemple tu vois, tu débutes et tu as besoin de prendre en volume, c'est de t'initier à l'intensité. C'est-à-dire par exemple, il va y avoir une différence entre faire 4 séries où tu vas te pousser à l'échec, tu vas donner tout ce que tu as et tu vois, tu vas faire 4 séries sur un exercice et un exercice, tu vas faire 2 séries. Moi, typiquement, je sais que 4 ans en arrière, j'avais toujours tendance à faire 4-5 séries par exercice. Et paradoxalement, c'est au moment précis où, de manière totalement contre-intuitive, je suis passé sur un format d'entraînement avec moins de volume, avec moins de séries, 2 séries, 1 série, que j'ai commencé à me dire « Ah oui !» Là, j'ai besoin de performer. Là, j'ai besoin de m'assurer que j'essore chaque répétition. En fait, quand tu exécutes un mouvement pec, je sais qu'il y a beaucoup de façons, de faire, mais moi, la façon que je préfère faire en ce moment, c'est essorer le mouvement. C'est-à-dire, tu vois, tu as 2 séries, et ces 2 séries, tu vas les essorer tant et si bien que tu vas en tirer davantage que si tu faisais 5 séries. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, c'est la façon dont j'ai réussi à développer du volume au niveau des pecs. C'est la façon dont je m'entraîne aujourd'hui parce que j'adore ça. Du coup, peut-être, si tu es un pratiquant intermédiaire, voilà, essayer de mettre davantage d'intensité, mettre davantage d'agressivité dans tes séries. Le problème quand on fait beaucoup de séries, et comme j'ai dit au début du podcast, moi, quand je fais beaucoup de séries, je peux pas déchaîner les enfers sur 4 séries. Je peux pas. Je peux déchaîner les enfers sur 3 séries, ok. Je peux faire 4 séries où je m'entraîne avec intensité, mais si je veux avoir vraiment des séries où je vais m'entraîner dur et vraiment kiffer la série, parce que bien sûr il y a un facteur de kiff, j'ai besoin d'aller très fort, et moi ça m'a permis de développer mon chest, développer un chest bulbeux, développer un bonnet bien garni. Du coup voilà, c'est ce que je te recommanderais. Commencer par tes points faibles, t'entraîner avec intensité. Si tu peux entraîner les pecs 2 fois par semaine, go. 3 fois par semaine, soyons fous. En fait, ne pas avoir peur de faire très fort, de s'entraîner très fort et de faire beaucoup aussi. Si tu veux t'entraîner 4 séries par exercice, 4 exercices, 3 fois par semaine, go. Fais-toi plaisir. Même question. Ah voilà. Une autre question d'Arthur. As-tu senti une évolution dans ton rapport à l'alimentation après les compètes? Stress strict. Oui, absolument. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à m'investir dans des compétitions de bodybuilding, j'ai commencé à m'instruire et à beaucoup m'éduquer sur tout ce qui est nutrition, sur tout ce qui est alimentation. Donc, même au-delà d'une diète plus stricte ou d'une diète qui serait davantage source de stress, je suis rapidement rentré dans l'idée que voilà, j'avais envie de comprendre comment ça marchait, j'avais envie de comprendre ce que je mangeais, et très rapidement j'ai juste eu envie de manger tout en fait. Je sais que par rapport aux macros, pour te dire comment je fonctionne, j'ai chaque jour une certaine répartition de mes macronutriments qui va faire un certain total calorique, par exemple 500 grammes de carbs, 80 grammes de lipides et 225 grammes de protéines à ce stade, et je sais que voilà, je vais avoir par exemple 10 grammes de marge sur chaque macronutriment, et si je suis 10 grammes plus haut au niveau des glucides, je vais baisser un petit peu les lipides, voilà. Et tout simplement, je m'organise comme ça, et j'essaye de manger une alimentation la plus variée possible. Mais franchement, les compétitions, bien sûr, après la première compétition, j'ai eu un moment où voilà, c'était un petit peu le bordel. J'avais beaucoup de mal à gérer au niveau de la nourriture, j'avais beaucoup de mal à ressentir la satiété, j'avais aucune sensation de satiété, franchement.
Mais plus on avance, plus ça va mieux. Et voilà, j'ai un rapport à l'alimentation, je pense, aujourd'hui qui est normal pour un bodybuilder. Donc certains vont dire, je sais qu'il y a cette idée de dire que quand tu fais du bodybuilding, t'as des TCA. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu peux faire du bodybuilding et aimer ta pratique et juste avoir un rapport à l'alimentation qui est particulier. Parce que on va pas se mentir, c'est particulier de traquer, de peser tout ce que tu manges, même d'avoir un regard sur la quantité d'eau que tu bois, la quantité de fluide qui rentre dans ton corps le matin. Enfin voilà, c'est particulier. Mais je pense pas que... Assurément, c'est pas normal au sens ce que fait monsieur et madame tout le monde, mais je pense que je suis assez aligné avec la personne que je suis, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez obsessionnel, et le fait de pouvoir traquer mes macronutriments, de pouvoir suivre mon alimentation et de pouvoir aussi varier mon alimentation, même si in fine, je mange toujours la même chose. Juste, je le fais tourner un peu, je fais des micro-changements ici et là. Riz, ananas, crème de riz, fruits rouges. Voilà, ma diète, je la kiffe. Donc mon rapport à l'alimentation, je pense qu'il s'est amélioré, je pense qu'il s'est approfondi aussi, j'ai appris plein de trucs, je m'intéresse à plein de trucs, je suis vraiment curieux et voilà. Si je suis amené à refaire une préparation, bien sûr, il va falloir que je sois sérieux, il va falloir que je gère mon alimentation, mais je pense que une compétition est... En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'une compétition ne va pas forcément totalement détruire ton rapport à l'alimentation et ton estime de toi et la façon dont tu te perçois par rapport à la nourriture. Voilà. Même question pour ta pratique. Est-ce un stress de ne pas pouvoir aller à la salle, par exemple ? Très longtemps, ça a été un gros stress de ne pas pouvoir aller à la salle. Et je sais que ça m'arrivait de faire parfois des distances, mais gigantesques, dans le seul but d'aller à la salle. C'est-à-dire que je pouvais me déterre et faire 3 heures de train pour aller à la salle, pour faire entrer la séance. Aujourd'hui, et c'est encore une fois grâce à des podcasts, grâce à des gens que j'ai écoutés, grâce à des témoignages que j'ai recueillis, mais combien de fois j'ai écouté des gens qui préparent des compétitions de bodybuilding qui sont à des niveaux très importants. Pour le coup, c'était Eric Helms, qui est un scientifique et un bodybuilder, qui racontait comment il préparait une compétition et en même temps il allait à un séminaire à Rome et il n'avait pas le temps de s'entraîner. Et donc ce qu'il faisait, il était à l'aéroport, il faisait des curls avec ses bagages, il faisait des extensions mollets avec les marches de l'aéroport, il faisait des squats avec juste comme ça. Et en fait, in fine, juste quand je peux pas aller à la salle, je me dis très bien, je vais envoyer une autre forme de stimulus. Je vais faire des pompes, je vais m'entraîner et réfléchir à un entraînement. Je vais envoyer un stimulus différent, mais juste voilà, je vais faire de mon mieux, ce sera cool. Et j'essaye de le prendre du bon côté. Parce que je me dis que de toute façon, si je stresse par rapport à ça, la situation va pas changer. Je serai juste frustré, in fine. Et j'ai envie de garder mon stress le plus bas possible, les amis. Low cortisol life. Mais voilà. Donc non, c'est plus tant un stress de pas pouvoir aller à la salle. C'est fatigant, c'est énervant, c'est frustrant. Mais j'essaye de le prendre avec douceur. Mais ça marche pas tout le temps. Mais je sais que par exemple que si un soir je vais être très fatigué, je vais pas être en mesure de m'entraîner. Ok. Tout simplement, je vais prendre le volume que j'avais sur la séance et je vais le diviser sur les séances à venir et simplement essayer d'équilibrer mon volume. Mais voilà, ça m'est arrivé de sauter des séances, de rattraper des séances, de ne pas rattraper des séances. Simplement, j'essaye de le prendre avec davantage de souplesse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les questions, Arthur, tu régales. Nouvelle question de Noé Daridon. Noé Daridon, je te remercie pour la question, Noé, tu régales. Qu'est-ce que tu aimes et qui te fait continuer le bodybuilding ? C'est une question difficile, les amis. Qu'est-ce que j'aime et qui me fait continuer le bodybuilding ? En fait, je pense que, comme certains qui écoutent peut-être le podcast, de base j'ai commencé le bodybuilding et la musculation parce que je me disais que c'était en fait un peu un chemin de traverse, vous voyez. Genre il y a le chemin de base, genre avoir une carrière, machin, avoir des enfants et tout, enfin vivre votre vie normale, avoir des potes, sortir au cinéma, faire des activités normales. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé un chemin genre un peu différent de ce que faisait tout le monde et qui moi très rapidement m'a permis de m'accomplir et de me trouver.
Et très vite, j'ai greffé mon identité. Et c'était un moment où un petit peu moins de gens étaient dans le bodybuilding. Enfin, il y avait un petit peu moins de traction, il y avait un petit peu moins de lumière. Le powerlifting était déjà un petit peu plus en vogue. Mais enfin voilà, c'est très vite un endroit dans lequel je me suis senti très accompli. Il y avait peu de gens qui le faisaient autour de moi. Et je me définissais d'une certaine façon par le fait que j'étais le type qui faisait du bodybuilding. Très longtemps, j'étais le type qui faisait des dream bulk, qui devenait très gros, qui était très fort, qui avait pas de cardio. Et voilà, en fait, j'ai l'impression d'avoir construit une certaine forme d'identité au travers, en fait, une trajectoire. Genre, la façon dont je me raconte, avec le bodybuilding, enfin, elle s'inscrit dans le temps. C'est bizarre, mais par exemple, je peux repenser à 5 ans en arrière, je peux repenser à 7 ans en arrière, je peux repasser à 8 ans en arrière, je peux voir comment ma pratique a évolué, je peux voir comment je suis passé maintenant au moment de traquer mes données, au moment de traquer au moment de créer du contenu. Et juste, il y a toute cette historicité de moi qui fais du bodybuilding, et je sais pas, je trouve ça juste stylé, je trouve ça beau. J'ai l'impression de m'accomplir dans ça, même si aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus pragmatique, parce que quand on commence le body, quand on commence un peu tout, on a l'impression d'être l'élu, d'être le meilleur, quoi. Et c'est peut-être aussi ce que j'aime beaucoup dans le bodybuilding, c'est que je suis pas le meilleur, et je suis simplement le résultat des actions que je mets en place tous les jours. En ce sens, il y a une forme de méritocratie, et Stéphane Matala en parlait dans la dernière de ses vidéos. Je suis pas le meilleur, je serai jamais le meilleur, mais le bodybuilding me permet tellement de m'affirmer et de m'accomplir juste dans ma capacité à faire des choses au quotidien et dans ma capacité à mener un projet personnel du corps. Je sais pas, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Je trouve qu'il y a tellement d'histoires à raconter avec le bodybuilding, il y a tellement de contenu à créer, il y a tellement de... Enfin, c'est incroyable. Je trouve que c'est un hobby extrêmement englobant, extrêmement riche. On rencontre des gens, il y a moyen d'en rire, il y a moyen de créer des choses, il y a moyen aussi que ce soit dur. Parce que c'est cool que ce soit dur. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça, c'est ce que disent les gens frustrés aussi qui sont à un endroit où ils se mettent un peu et ils se disent « Ouais, c'était facile, tout le monde le ferait, je fais un truc dur. » Mais je le dis pas en mode pour vanter le bodybuilding ou quoi, mais juste parce que j'en tire vraiment, voilà, c'est le maître mot, un accomplissement personnel et la sensation de me trouver en fait. C'est trop cool. Juste, je sais pas, j'ai l'impression que mon identité, elle est là en fait, dans le tracking de mes données, dans le fait au quotidien de m'entraîner, de stresser le moins possible, de dormir le mieux possible. En fait, j'ai l'impression d'être heureux, t'as vu ? C'est cool. Voilà, qu'est-ce que j'aime dans le bodybuilding ? En fait, j'ai répondu que j'aime le bodybuilding. C'est le mec qui a pas du tout répondu à la question. Et qu'est-ce que j'aime ? J'aime le lifestyle en fait. J'aime le processus, j'aime le training. Je pourrais dire ce que j'aime pas. Mais en fait, j'aime même les réseaux, tu vois. J'aime les réseaux. En soi, l'année dernière, je t'aurais répondu, j'aime pas les gens qui, sur Internet, rabaissent les autres ou quoi. Mais en fait, ça fait partie du truc, quoi. Les gens qui sont toxiques sur les réseaux et qui partagent, enfin, ça fait partie de l'écosystème. Et je déteste pas les gens qui font ça. Les gens, ils disent, ne déteste pas les joueurs, déteste le jeu. Mais je déteste pas le jeu. Juste, je m'en fous. J'aime le jeu et j'aime jouer. Et voilà, juste, je sais pas. J'aime le bodybuilding, je trouve ça extrêmement challenging aussi, les compétitions. Ce qui me fait continuer, c'est les compétitions, je pense, parce que j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie d'être performant, j'ai envie d'aider les gens à être performants. Et là, pour le moment, j'ai envie de boire, les gars, parce que je me sens tellement déshydraté. Je me sens tellement déshydraté que j'ai les fibres au niveau de mes pecs qui sont en train de... ASMR hydratation, vous avez l'habitude. Waouh, ça fait du bien. J'ai pas bu depuis 1912 là, c'est terrible. Waouh. Ok, question suivante. Mais merci beaucoup pour la question, hyper intéressante. Et j'espère que la réponse est précise, mais je pense qu'elle est pas précise du tout. As-tu défini les prochaines compétitions que tu vas faire ? Date, fédé. Une question posée par Enzo.
Merci beaucoup pour la question. Je n'avais pas défini les fédés et les dates que j'allais faire jusqu'à très récemment. Mais récemment, j'ai eu mon stage. Donc, je sais que je vais rester à Paris. Je sais que si je veux, je peux faire la secret prep. Du coup, oui, j'ai défini les dates de mes prochaines compétitions. Et j'ai à peu près, je dirais pas que je suis sûr à 100% de ce que je vais faire, mais je pense que je serai, si la secret prep a lieu, à 2 shows ou 3 shows. Je vais pas faire une grosse saison de compétition, assurément pas. J'ai juste envie de remonter en tant que junior une dernière fois et ensuite revenir et devenir le plus musclé possible, tout simplement. Mais merci beaucoup pour la question, tu régales. Question de Florian, Flo PTR. Est-ce qu'on peut monter sur scène sans son numéro? à la WLNB par exemple. Ça c'est une inside joke, c'est une référence. Parce qu'il faut savoir que quand je suis monté sur scène pour ma deuxième compétition, je suis monté sans numéro. Voilà, j'étais numéro 22 et j'ai égaré mon numéro, j'ai perdu mon numéro. C'est n'importe quoi, c'était terrible. Les gens qui organisaient le show étaient extrêmement énervés. J'ai pas pu pumper. Non, mais c'était hilarant. Ça fait des souvenirs, hein. C'est pour ça aussi que le body c'est cool, parce qu'en compétition il se passe 1000 choses, ça fait énormément de souvenirs. Du coup, ouais, c'est possible de monter sur scène sans numéro, mais pour les prochains shows, ça n'aura plus jamais lieu. Je serai beaucoup plus sérieux sur la suite, pas du tout. Ton top 3 des combos food improbables en prep. Et c'est la dernière question du podcast, question posée à nouveau par Florian, Flo PTR. Du coup, merci pour la question, coach. Top 3 des combos food improbables en prep. Waouh. En fait, pour donner du contexte, en prep, tout est bon. C'est-à-dire qu'on aura tendance parfois à manger des choses un peu bizarres, mais ce sera excellent. Et ça aura juste un goût qui va nous rassurer, ou je sais pas. Moi, je sais que j'ai eu tendance en prep à manger des choses extrêmement bizarres. Globalement, je mange des choses extrêmement bizarres, mais surtout en prep, faut que je réfléchisse un peu au top 3 des combos bizarres en préparation. Je sais pas en vrai. Je pense que de toute façon, je serais moins bizarre que certains. Je pense notamment à Newstead Coach, là, Archie, sur les réseaux, qui mange sa crème de riz avec du thon. J'ai jamais vu un pareil animal. La crème de riz avec du thon. Franchement, moi, je suis quand même un peu moins trash par rapport aux combos bizarres. Mais en préparation et en fin de préparation, j'avais vraiment ce truc où j'adorais manger de la whey avec tout. C'est-à-dire, j'adorais manger de la whey avec du riz. J'adorais manger avec de la whey avec de la semoule. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime encore. Mais manger de la whey, de la protéine en poudre, avec de la semoule, avec du riz, avec des pâtes... C'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup faire à la fin de la préparation. Parce qu'il y avait vraiment ce truc où je mangeais des carbs, du coup des glucides, et en même temps de la whey. Et je sais pas, j'adorais manger des pâtes avec de la whey par exemple. C'était quelque chose que je trouvais assez bon. Et voilà. Donc ça pourrait être... Premièrement, une première chose, je pense que c'est assez étrange. Deuxièmement, j'aime bien mettre de l'ananas dans mes plats. Et je sais que c'était en prep que j'avais commencé à manger de l'ananas avec un peu tout. L'ananas avec du riz, l'ananas avec du poulet, l'ananas avec du poisson, l'ananas avec des œufs. Enfin, je pense que l'ananas, en fait, on peut le manger un peu partout. Parce que en fait, ça aide à digérer un peu tout. Donc voilà, en prep, j'ai toujours tendance, et même là en off, en fait, à mettre de l'ananas un peu partout. Et à trouver ça absolument excellent. Et la dernière chose, des combos food improbables bizarres en prep. Je sais pas si c'est improbable, mais il y a un truc que je faisais en prep qui était vraiment pas bien. Enfin, je sais pas si c'était pas bien, mais c'était bizarre en tout cas. C'était que je mettais beaucoup d'épices. C'est-à-dire que j'avais tendance à manger un plat où, en fin de préparation, je mangeais pas beaucoup, j'avais faim. Et je mangeais un plat où il était tellement épicé qu'il me fallait 10 minutes pour...
10 minutes pour manger genre un quart. Je pleurais en mangeant. Qu'est-ce que j'étais bête, les amis. Parce qu'aujourd'hui, je sais que manger trop épicé, c'est pas intéressant au niveau de la digestion. Mais pour la première préparation... je faisais un plat, je mettais tellement d'épices, les gars. Je pleurais en le mangeant. Tous les soirs, je pleurais. C'est terrible. Non, pour ma défense, c'était un truc que je mangeais que sur les jours de repos. Je me souviens, il devait y avoir probablement de la salade, avec ça une source de protéines maigres, ça devait être des œufs, des épinards, et sûrement des pommes de terre, quelque chose comme ça. Et je l'épissais, mais je mettais la blinde de piment de Cayenne, de piment, en fait tout ce que je pouvais mettre pour rehausser dans une stratégie de manger plus lentement. Mais quelle bêtise, les amis. Bref, voilà. Donc les trois combos, mettre de l'ananas partout, faire des plats beaucoup trop épicés. Et pourtant je tiens plutôt bien les épices en vrai. Et la dernière chose, c'est le fameux riz whey, couscous whey, semoule whey, ou alors pâte avec la whey. Ça m'a un peu passé. Je pense là, je vais essayer d'attaquer la prep en mangeant de la façon la plus normale possible. En mangeant comme un adulte, en essayant de manger des plats normaux. Bref, les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci Flo pour les questions encore une fois. Merci à tous ceux qui m'ont blessé avec leurs questions, qui ont permis de faire vivre cet épisode FAQ du journal d'un bodybuilder. N'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas à venir voir le podcast sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Spotify, mais sur YouTube, vous pouvez aussi voir. Parfois, je donne pas assez de contexte par audio. Du coup, si vous voulez passer sur YouTube, c'est possible aussi. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. C'était LMF, gros bisous. Et on se retrouve très bientôt. Merci pour votre écoute. Et bam!